À part si vous avez passé les 2 dernières semaines dans une grotte, vous savez probablement qu'Alexander Volkanovski et Kamaru Usman ont sauvé la carte de l'UFC 294. Ils ont remplacé au pied levé Paulo Costa et Charles Oliveira et ont accepté de combattre en short notice. Une attitude vaillante qui force le respect, d'autant plus qu'ils montent tous les deux de catégorie de poids pour l'occasion. Le MMA a une longue tradition de combattants prêts à se battre dès qu'on les appelle pour le faire, car même s'ils n'arrivent généralement pas parfaitement préparés, ils ont souvent fort à y gagner. Exemple récent, le poids plume Diego Lopez qui a failli quitter l'UFC 288 avec le scalp de Movsar Evloev après avoir accepté de faire ses débuts à l'UFC contre le russe. Il faut cependant être honnête, généralement, un combattant qui accepte un affrontement en short notice quitte l'octogone avec une défaite sur son palmarès. Évidemment, il y a des exceptions à cette généralité et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette liste est faite pour donner de l'espoir supplémentaire aux fans d'Alexander Volkanovski et de Kamaru Usman. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà 10 remplaçants de dernière minute qui ont remporté un combat d'envergure. Numéro 10, Seth Petruzzelli contre Kimbo Slice. Kimbo Slice est une sensation des premières heures de YouTube. Avec ses combats de rue, il a acquis une popularité conséquente et forcément, dans les heures sombres du MMA, son profil séduit. Il est alors approché par plusieurs organisations qui souhaitent attirer l'attention sur leurs produits. Parmi elles, Elite XC, une promotion fondée par un partenariat entre Showtime et Pro Elite qui n'aura survécu qu'un petit peu moins de 2 ans. Kimbo devient rapidement la figure de proue de l'organisation. Je sais qu'en tant que fan de MMA, on aime bien se moquer gentiment des fans de boxe à cause de la place que prennent les youtubeurs dans leur sport, mais vous voyez, on l'a fait en premier. Après 3 victoires dans l'organisation et un assez gros succès commercial, Kimbo est programmé pour un affrontement contre le légendaire Ken Shamrock. Mais le jour du combat, Ken se fait une coupure au niveau de l'œil en s'échauffant, et malgré son insistance, les organisateurs refusent de le laisser combattre. Après s'être creusé les méninges et avoir même refusé Frank Shamrock en tant que remplaçant, Seth Petruzzelli est récupéré de la carte préliminaire et sert de remplacement pour le combat principal. Catastrophe pour la promotion qui perd son main event, mais les choses vont s'empirer lorsque Kimbo se prend un KO en 14 secondes à la surprise générale. Sa défaite marque la mort d'Elite XC qui fermera ses portes quelques semaines après. Numéro 9, Donald Cerrone contre Benson Anderson 3. Donald Cerrone est un combattant universellement apprécié par les fans. L'une des caractéristiques qui rend Cowboy si appréciable est que c'est un vrai combattant. Cerrone ne fait pas de chichi, il est toujours disponible pour combattre et il a sauvé l'UFC à plusieurs reprises en acceptant des affrontements de dernière minute. Rarement cela a été autant le cas que lorsqu'il a accepté d'affronter Benson Anderson. Alors, qu'est-ce qui rend ce short notice si spécial ? 2 raisons. Tout d'abord, c'est le 3e affrontement entre les 2 hommes et Benson a remporté les 2 premières instances, la dernière en date étant même une soumission dès le premier round. Courageux donc de la part de Cerrone d'accepter de risquer sa série de 6 victoires consécutives contre un combattant contre qui il a déjà perdu 2 fois. Et surtout, Donald a combattu 2 semaines plus tôt. Vous avez bien entendu, il est allé à la décision contre Myles Jury dans le co-main event de l'UFC 182 qui a eu lieu 2 semaines avant son combat contre Benson. Autant dire que les fans ne donnent pas cher de sa peau, mais si ce combat est sous de cette liste, vous savez comment il s'est terminé. S'il ne se trouve pas un peu plus haut en revanche, ce n'est pas par manque d'enjeu ou par désamour pour Cerrone, mais bien parce que la décision est un peu généreuse. Même si les juges ont donné la victoire à Donald Cerrone, elle aurait probablement dû revenir à Benson. Mais après tout, comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Numéro 8, Brian Ortega contre Frankie Edgar. Ça commence à faire longtemps qu'on attend le retour de Brian Ortega, mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, parlons plutôt du combat qui a propulsé la carrière de T-City au point où elle en est aujourd'hui. En 2018, cela fait plus d'1 an que Frankie Edgar doit combattre Max Holloway, mais par 2 fois, le combat tombe à l'eau. Désireux de rester actif, et parce qu'il faut bien remplir son frigo aussi, l'ancien champion du monde accepte un combat contre T-City après une nouvelle annulation d'Holloway 2 semaines avant l'UFC 222. Le toujours très solide Edgar compte sur son pied-point pour faire déjouer le jeune spécialiste du sol. Contre toute attente et avec seulement 2 semaines de préparation, Brian Ortega bat Frankie Edgar et il le finit pour la première fois de la carrière de The Answer. Surtout, c'est d'un uppercut qu'il achève le combat alors que tout le monde pensait que Frankie aurait un avantage bien trop important dans ce compartiment du sport. Ce combat propulse la carrière d'Ortega qui prend la place de challenger d'Edgar. Ce dernier devra remporter un combat supplémentaire et attendre 1 an de plus avant d'obtenir une nouvelle chance à la ceinture de champion du monde. Numéro 7, Rich Franklin contre Wanderlei Silva 2. Le seul défaut qu'on peut trouver à la carrière de Rich Franklin, c'est qu'il souffre d'un problème qui lui est très propre, avoir combattu dans la même ère qu'Anderson Silva. Franklin aurait pu avoir un long et fructueux règne si The Spider n'était pas venu se mêler à tout ça. En 2012, il est sur la fin de sa carrière en revanche et il évoque très publiquement une retraite à venir. Mais Rich est aussi un bon ami de Dana White et lorsqu'il reçoit un coup de fil pour remplacer Vitor Belfort dans le combat principal de l'UFC 147, il accepte sans broncher. Cela fait près d'1 an et demi qu'il n'a pas combattu et l'affrontement est dans un peu plus de 3 semaines, mais qu'à cela ne tienne, il accepte d'affronter Wanderlei Silva dans un combat de légende qui n'a pas vraiment d'enjeu sportif. C'est une carte bien particulière que celle de l'UFC 147, elle a eu tellement de changements de combat que la promotion a proposé un remboursement complet aux spectateurs avant la soirée.
Pour ce qui est de l'affrontement en tant que tel, Rich remporte un excellent combat, la dernière victoire de sa carrière. Il prendra sa retraite la même année, après une défaite par KO contre Kung Lee. Numéro 6, Chris Weidman contre Demian Maia. L'UFC on Fox 2 est également une soirée bouleversée par les changements de cartes. Pour notre liste, ce qui nous intéresse c'est surtout le retrait de Mark Munoz qui a fait effet domino et a laissé Demian Maia sans adversaire, qui pourrait bien alors accepter d'affronter la légende brésilienne 11 jours avant la soirée. Un jeune Chris Weidman. Ce dernier n'a que 7 combats professionnels à son actif et sur le papier, il est un très sérieux outsider. En près de 15 ans de carrière et 33 combats à l'UFC, il n'y a que 2 affrontements dans lesquels Demian Maia a eu 0 seconde de contrôle. Sa défaite en 21 secondes contre Nate Marquardt à l'UFC 102 et sa défaite par décision contre Chris Weidman. Weidman explose aux yeux du monde et domine le Brésilien tout en montrant une large palette technique qui fait immédiatement de lui un challenger crédible. Il faut dire en plus que la division des poids moyens se cherche de nouvelles têtes. Un peu moins d'1 an et demi après cette victoire significative, il battra Anderson Silva par KO dans l'un des plus gros upsets de l'histoire du MMA. Numéro 5, Justin Gaethje contre Tony Ferguson. L'UFC 249 est le dernier chapitre de la série d'annulations de combats entre Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov. Cette fois-ci, le Russe ne peut pas voyager à cause des restrictions liées à la pandémie du Covid. Mais cette fois-ci, Tony Ferguson ne veut pas attendre. Sans avoir rien à y gagner, il choisit d'accepter de combattre Justin Gaethje dans le combat principal de la soirée et en rétrospective, c'est une décision qui sera lourde de conséquences. Un mois avant l'événement, Gaethje accepte le combat contre Ferguson et ce qui s'ensuit amorce l'une des chutes les plus tragiques de l'histoire du MMA. Dans un affrontement brutal, Justin Gaethje laisse Ferguson en sang et devient champion intérimaire des poids légers. Une défaite qui va cruellement impacter Tony qui n'a toujours pas remporté de combat depuis. Pour Gaethje en revanche, cette victoire en short notice consolide son statut dans la promotion et il combattra Khabib quelques mois plus tard dans ce qui sera le dernier combat de la carrière de l'aigle du Daghestan. Numéro 4, John Jones contre Mauricio Rua. Lors de l'UFC 128, John Jones est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de l'UFC. Son combat contre Shogun Rua est extrêmement documenté et c'est un moment extrêmement important de l'histoire du sport. Une partie qui est souvent éclipsée en revanche, c'est que Jones a accepté ce combat en short notice pour remplacer Rashad Evans. Une blessure au genou a forcé Evans à se retirer du combat un mois avant l'événement et Jones s'est immédiatement proposé pour le remplacer. Jones et Rashad étaient coéquipiers et de très bons amis, mais ce remplacement est le point de départ d'une rivalité assez féroce entre les deux hommes. Quoi qu'il en soit, la suite de l'histoire vous la connaissez tous, John Jones bat Mauricio dans la 3e reprise et devient champion du monde, il règne sans partage sur le sport depuis. Numéro 3, TJ Dillashaw contre Renan Barão. Il n'y avait pas âme qui vive qui donnait une chance à TJ Dillashaw contre Renan Barão lors de l'UFC 173. Initialement, cette soirée devait être le théâtre d'un affrontement entre le Brésilien et son compatriote Rafael Assunção. Mais plus d'un mois avant la soirée, ce dernier doit se retirer du combat et un jeune TJ Dillashaw est récupéré de la carte préliminaire pour être placé dans le main event. Il est plutôt facile de comprendre pourquoi Renan est un écrasant favori. Le jour de l'UFC 173, il n'a pas perdu depuis 33 combats et Dillashaw lui est encore relativement inexpérimenté et ne semble pas prêt pour un affrontement de ce calibre. Évidemment, ce combat est présent sur cette liste, donc vous savez très bien ce que cela signifie. Si vous avez déjà jeté un coup d'œil à ma vidéo sur les plus gros exploits de l'histoire du MMA, vous savez que TJ a très largement dominé Renan et s'est envolé vers une victoire très impressionnante. Il a brisé la série de victoires de Barão et avec, sûrement un peu son mental, et est devenu champion des poids coqs. Numéro 2, Michael Bisping contre Luke Rockhold. L'histoire de Michael Bisping à l'UFC est incroyable et elle a atteint son point culminant lors de l'UFC 199. Cette soirée devait être l'occasion de la revanche très attendue entre Luke Rockhold et Chris Weidman pour la ceinture des poids moyens. 2 semaines avant cet affrontement, Chris se retire du combat et l'UFC se met à la recherche d'un remplaçant. Après avoir essuyé un refus de Jacare dérangé par une blessure survenue lors de son combat contre Vitor Belfort, la promotion se tourne vers Michael Bisping. L'Anglais est à l'UFC depuis près de 10 ans et il a toujours tourné autour de la ceinture mais n'a jamais eu sa chance. Rockhold et lui ont un passif. Les deux hommes se sont déjà affrontés en 2014 et Rockhold avait dominé l'Anglais de la tête et des épaules. Pour Michael, un affrontement en short notice ressemble à sa seule et unique chance de réaliser son rêve de devenir champion du monde. Alors, sans hésiter une seule seconde, il accepte le combat moins de 2 semaines avant la soirée. Après avoir fait la promotion du pay-per-view avec brio comme à son habitude, il réalise ce qui semblait impossible et bat Rockhold dans le premier round par KO pour accomplir son rêve. Ce qui s'ensuit est un règne un peu catastrophique miné par les blessures et l'attentisme de Bisping, mais sur le moment, sa victoire contre Luke ressemble à la conclusion d'un conte de fées, une histoire parfaitement racontée dans le documentaire Destiné qui est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de l'UFC. Numéro 1, Nate Diaz contre Conor McGregor. Nate Diaz et Dana White n'ont pas franchement eu de très bonnes relations tout au long de la carrière du combattant de Stockton, mais répondre à l'appel du président pour combattre Conor en short notice est peut-être la décision la plus importante qu'il n'ait jamais prise.
Il est de notoriété publique que Diaz n'était pas satisfait de sa situation à l'UFC. Il s'estimait mal payé et il n'aimait pas la place qu'il tenait dans la promotion. Bonne nouvelle pour lui, l'UFC 196 va lui permettre de résoudre ces deux problèmes en une seule soirée. Conor McGregor devait affronter Rafael dos Anjos pour la ceinture des poids légers, mais quelques jours avant le combat, ce dernier se blesse au pied. Après que José Aldo et Frankie Edgar aient tous les deux refusé le combat pour diverses raisons, l'UFC se tourne vers Nate Diaz. Avec seulement 10 jours pour se préparer, Diaz va réaliser l'exploit le plus médiatique de l'histoire du MMA. Sa soumission au second round va le transformer en méga star et il ne prendra plus part qu'à des combats extrêmement prestigieux. En plus de dominer l'affrontement dans l'octogone, son trash talk rivalisant avec celui de McGregor et son attitude font de lui une des nouvelles figures de proue de la promotion. Cette victoire est celle qui vient en tête de tous lorsqu'on parle de short notice et c'est tout à fait normal. Voilà pour la liste, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire comme d'habitude, il y a probablement encore une fois plein de combats auxquels j'ai pas pu penser, je vous avoue que là ça fait beaucoup de données cherchées, à travers lesquelles chercher, mais voilà, donnez votre avis et n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, likez la vidéo et on s'en parle bientôt, salut!